Lors d'un chantier, Sébastien Boulanger envoie un devis à un client. Jusque-là, tout va bien. Le client valide sa commande, reçoit un RIB et effectue un virement de 8 000 €. Mais quelques jours plus tard, l'argent n'est toujours pas arrivé sur le compte de l'entreprise. Après relance de la part de Sébastien, le client jure avoir payé. En creusant, il découvre que la boîte mail du client a été piratée. L'argent envoyé sur un compte frauduleux, vidé aussitôt. Une arnaque simple, rapide et terriblement efficace. Mais pour les pirates, c'est justement ce qui fait de vous une cible idéale. Et c'est toute votre activité qui peut s'effondrer. La bonne nouvelle, on peut s'en prémunir. Dans cette vidéo, vous allez voir comment repérer et éviter les arnaques par mail et SMS. Comment créer des mots de passe solides, comment sauvegarder efficacement vos données. Prenez 20 minutes, restez avec nous pour vous sensibiliser et sécuriser votre business. Bienvenue sur notre émission. Aujourd'hui, on accueille un invité de marque, Sébastien Boulanger de l'entreprise Lorraine Chauffage, le maître des températures. Bienvenue parmi nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci Sébastien d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet, en tout cas important, qui est la cybersécurité. Et je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses nous faire part, en fin de compte, d'une expérience malheureuse que tu as pu rencontrer dans ton métier. Est-ce que tu peux nous en faire part aujourd'hui ? Alors effectivement, en 2021, dans le cadre de mon travail, je suis amené à aller chez un client sur la commune de Florange pour un projet de pompe à chaleur. Après la visite technique sur le devis, sur l'offre, la solution technique, la solution financière, il me valide le devis. Et en fait, en pied de page de mes devis, j'ai toujours les coordonnées bancaires. Et à l'époque, en fait, j'avais un réflexe qui était simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client me validait le devis, j'envoyais une facture d'acompte avec le RIB en pièce jointe. Donc j'envoie le RIB, il me dit ok, parfait, je m'occupe du virement, voilà. Je fais ça sous 48 heures. Il passe une semaine, j'ai toujours pas le virement de 8 000 €. Donc du coup, je l'appelle, je fais écoutez, j'ai pas reçu le virement, est-ce qu'il y a un souci ? Il me dit bah non, le virement il a été fait tel jour, c'était un mercredi, je m'en souviens. Lorsque je vois la vie d'opération, je vois l'IBAN qui est modifié en fait. Et là, je dis alors là, alerte, vous êtes trompé en fait sur l'IBAN, vous n'avez pas saisi le bon. Ah ouais, mais pourtant, c'est celui que vous m'avez envoyé. Je dis, est-ce que vous pouvez me renvoyer l'IBAN que vous avez reçu ? Et en fait, l'IBAN avait été modifié informatiquement. Et du coup, c'est ce qui a amené en fait à l'erreur de virement. Donc, les coordonnées bancaires ont été falsifiées. Donc directement dans le mail que le client avait reçu, c'est ça ? Dans le mail que le client avait reçu. Donc, moi qui suis très alerte avec la cybersécurité, la protection des données, protéger mon entreprise, mes collaborateurs, mes clients, j'étais inquiet parce que je me suis dit, est-ce que j'ai finalement, malgré tous les dispositifs de sécurité que j'ai mis en place, est-ce que moi j'ai été attaqué est-ce qu'il y a eu une erreur humaine au sein de mon entreprise ? Oui, parce que là, tu savais pas en fin de compte si c'était toi qui avais été hacké ou si c'était le client, c'est ça ? Exactement. Donc là, du coup, je suis aux aguets. Je contacte mon prestataire informatique qui me suit depuis la création de l'entreprise. J'ai vraiment intégré en fait cette cybersécurité dès le départ parce que c'est important de protéger les gens. C'est comme la ceinture de sécurité dans une voiture. Pour moi, c'est pas optionnel, c'est de série. Et en fait, mon prestataire informatique est allé chez le client en question. Il s'est avéré que c'est lui qui s'est fait hacker en fait son PC. Donc c'était sa boîte mail en fin de compte qui avait été hackée. Exactement. D'accord. Et donc le hacker avait modifié ton mail. Oui. C'est ça ? Et avait modifié les coordonnées bancaires. Exactement. Du coup, il a contacté sa banque. La banque, elle a fait le nécessaire. Puis après, c'est rentré dans l'ordre. Le client, il a perdu 2 000 € dans l'histoire parce que la banque ne pouvait pas prendre en totalité les frais. Et du coup, toi, finalement, quand tu as rencontré ce problème-là, tu pouvais être mis vraiment en difficulté parce que tu avais commandé le matériel, tu avais l'ensemble des éléments de la pompe à chaleur pour ce client-là. Donc, tu pouvais, toi, du coup, être mis à mal. Alors, effectivement, là, on aborde quand même un sujet qui est assez sensible. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est magnifique. Mais là, on est dans une situation qui est absolument pas connue. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, je me retrouve avec le matériel qui est commandé, le chantier qui est positionné, un client qui s'est fait voler 8 000 €. Et derrière, ça remet complètement en cause le projet. Et du coup, face à ça, est-ce que tu as adopté une attitude différente désormais lorsque tu passes des commandes, lorsque des clients passent des commandes chez toi ? Alors maintenant, depuis ce jour-là, la démarche est toute simple. Le client me fait m'envoie directement son avis d'opération
Ou sinon, il y en a, ils font un virement d'1 €. Voilà, 1 € test. S'il y a une erreur d'IBAN, ils ont perdu 1 €. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, il y a d'autres clients qui ont vécu cette histoire, mais pas avec moi, avec d'autres personnes, sur de l'usurpation d'identité de coordonnées bancaires. Oui, parce que finalement, l'usurpation d'identité, tu en as été victime. Puisque là, quelqu'un s'est fait passer pour ton entreprise, donc Lorraine Chauffage, pour Sébastien Boulanger, afin d'ouvrir un compte bancaire sur une banque en ligne, et ils ont utilisé ton nom. Exactement. Et derrière, en fait, tout ça, ça va à l'encontre de la démarche de l'entreprise. Et ouais, j'ai assez mal vécu. Et pourtant, moi, à mon niveau, dès le départ de l'entreprise, j'ai vraiment mis le paquet pour tout sécuriser, protéger et tout. Mais voilà, le problème, il est venu d'une erreur d'un client. Voilà, l'erreur est humaine, ça peut arriver. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage. Le fait d'être vigilant au niveau des mails, c'est très important. Les RIB, il faut faire attention. Et puis les bons réflexes, maintenant tu les as, de pouvoir contacter directement tes clients ou faire des virements tests. Ça reste la base pour pouvoir se protéger sur l'informatique. Les spams font partie de notre quotidien. Certains paraissent plus réels que d'autres. L'important est de savoir comment les repérer et comment s'en protéger. Et c'est le sujet de la seconde partie de cette émission. Un exemple de spam extrêmement commun, ce sont les mails. On en reçoit tous, et maintenant il faut avoir quelques astuces pour différencier un vrai mail d'un faux mail. Ici dans cet exemple, il y a un mail des impôts. Si on regarde un peu plus en détail l'adresse mail qui est utilisée, on voit que c'est ar@free.fr. Vous vous doutez bien que les impôts n'utilisent pas une adresse free pour vous envoyer ce genre d'informations, ce qui peut nous donner un élément de détail quant à la véracité de ce mail. Autre chose, quand les impôts s'adressent à vous, ils utilisent votre nom et votre prénom, sauf que dans cet exemple, on voit que c'est votre adresse mail qui est utilisée. Comme vous pouvez le voir ici, il y a encore quelques fautes d'orthographe, ce qui montre bien que ce mail n'a pas été envoyé directement par le gouvernement. Un élément supplémentaire est le corps du mail. Comme on peut le voir ici, le mail parle des remboursements des soins en temps réel. Aucun rapport avec les impôts. La technique utilisée va être de parler de ce genre d'éléments pour récupérer des informations sur vous, à travers ce lien ici. Surtout, ne cliquez pas. En l'occurrence, ce lien mène à un site frauduleux qui va essayer de vous prendre vos informations. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à passer par des sites qui vérifient les liens sur lesquels vous cliquez et qui va pouvoir vous montrer si c'est un spam ou non. Il suffit de faire un clic droit et de copier ce lien dans un logiciel notamment VirusTotal afin de pouvoir potentiellement le signaler derrière sur le site de cybermalveillance. Maintenant, on passe sur smartphone. Un exemple qu'on a sous les yeux, c'est une personne qui a reçu un mail cliquable. Nous, on va vous montrer concrètement ce qui se passe quand on clique dessus, mais faites attention à ne pas le reproduire chez vous. Quand on clique sur ce lien, on arrive sur une page Outlook, SharePoint en l'occurrence, qui nous pousse à cliquer sur ce lien où il est écrit « Voir le document ». Quand on clique dessus, on arrive sur une autre page, extrêmement bien faite, qui nous demande de nous authentifier. Cette page-là est une copie conforme de ce qu'on peut retrouver sur l'outil Microsoft. Cependant, faites très attention, le lien, en l'occurrence, n'est pas le bon. Une fois que vous avez validé votre mot de passe, la personne mal intentionnée a en sa possession votre mail, votre mot de passe, et peut potentiellement dupliquer ses attaques sur d'autres comptes. La plupart des gens utilisent le même mot de passe sur plusieurs comptes distincts, et la personne mal intentionnée, en l'occurrence, elle va tester de rentrer sur tous ces comptes avec potentiellement des cartes bancaires, des documents personnels et un accès supérieur à celui de votre compte Microsoft. Pour résumer, si vous avez un doute sur le mail que vous venez de recevoir, regardez toujours le domaine de la personne qui vous envoie ce mail, le corps du mail s'il y a potentiellement des fautes d'orthographe, les liens cliquables que vous pouvez vérifier sur des sites externes, et si vous avez le moindre doute malgré tout, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous envoie ce mail, que ce soit les impôts ou votre banque, ça vous coûtera forcément moins cher que si vous cliquez sur un lien frauduleux. Souvent réutilisés, bien souvent beaucoup trop simples, les mots de passe sont le point d'entrée des hackers aujourd'hui. En cybersécurité, c'est absolument important de gérer les mots de passe. Aujourd'hui, on accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Joël. Qui va nous parler justement de la gestion de ces mots de passe et de savoir comment se protéger. Stéphane, dans ta carrière, quels sont les pires mots de passe que tu as pu voir ? Alors les pires mots de passe, on pourrait dire que ce sont des suites logiques, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, alors ou ABCDEFGH, oh super, il y en a qui se disent j'ai mis 5-6 caractères, c'est génial, je suis protégé. Bah non, absolument pas. À l'heure d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer de manière très simple et ludique comment avoir un bon mot de passe. D'accord, mais en Donc, quoi voilà. finalement c'est des mots de passe trop faibles ? C'est trop faible parce que
un des différents types d'attaques qui peut exister, c'est de tout tester. En fait, on teste toutes les lettres de l'alphabet une fois, après on teste 2 fois pour un mot de passe à 2 caractères, etc. Et donc, au bout d'un moment, on trouve le mot de passe assez simplement. C'est ce qu'on appelle les attaques brute force, c'est ça? C'est ça, exactement, complètement. Les experts, enfin tout l'écosystème dit qu'il faut à minima entre 12 et 16 caractères. Si on, à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui vous nous écoutez, vous avez un mot de passe qui fait moins de 12 caractères, changez-le. Changez-le parce qu'avec des méthodes très simples et du matériel assez accessible à tout le monde, on peut arriver instantanément, voire quelques heures ou quelques jours, trouver le mot de passe. D'ailleurs, sur YouTube, on voit pas mal de tutos pour pouvoir hacker et trouver des mots de passe. C'est justement un des problèmes qu'on a en cybersécurité. Il y a énormément de tutos donc, qui servent pour le bien commun, mais malheureusement, il peut aussi servir à des fins malveillantes, quoi. Il faut avoir en fait un mode de fonctionnement sécurité dans le numérique. D'une manière générale, quand on est sur le bord de la route, on nous apprend, on a une école de conduite, on a le code de la route. C'est un petit peu la même chose maintenant dans notre écosystème du numérique. Il faut connaître les codes et puis savoir comment circuler sur l'espace numérique, quoi. Alors, on entend beaucoup le fait de pouvoir mettre un mot de passe différent par site. Là, tu viens d'évoquer le fait d'avoir entre 12 et 16 caractères. Ça devient très compliqué, du coup, de les retenir. Alors, on peut tenir une fiche à noter, en fin de compte, chaque mot de passe. Mais aujourd'hui, il y a des outils comme les gestionnaires de mots de passe. Toi, tu en penses quoi exactement de ces gestionnaires? Le gestionnaire de mots de passe va nous permettre, en fait, de pas retenir des dizaines, voire des centaines de mots de passe. Moi, personnellement, je dois en avoir plusieurs centaines de mots de passe. Je ne sais pas combien j'en ai, mais ce gestionnaire de mots de passe, en fait, c'est simplement une application, pour vulgariser à ceux qui nous écoutent, qui va s'occuper de stocker et de gérer les mots de passe qu'on a créés nous-mêmes pour les différents sites, ou ce gestionnaire de mots de passe va même permettre de les créer lui-même. Pour donner un peu des éléments, c'est typiquement les Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Voilà. C'est ce genre de produits-là qui permettent d'avoir un code pour déverrouiller après le mot de passe. C'est ça, exactement. Donc, si un hacker a réussi à trouver votre mot de passe, il n'a pas votre téléphone. Donc, dans la théorie, il ne peut pas accéder puisqu'il n'y aura qu'une partie de l'accès et pas l'accès complet pour accéder à l'application en elle-même. Et donc, juste pour conclure, un hacker aujourd'hui, s'il cherche à trouver un mot de passe, donc il a différentes méthodes. Tu as évoqué le fait de faire des attaques brute force, et donc à partir du moment où il va se connecter, il va essayer toutes les combinaisons possibles au hasard, ou alors prendre des mots du dictionnaire, tout simplement, puis tous les tester. Complètement. Mais qu'est-ce qu'il a comme autre méthode? J'ai entendu aussi que lorsqu'il y a des fuites de données, en fin de compte, il y a une base de données générale gigantesque où ils concatènent tous les mots de passe qui ont été volés, et ils vont tester ce genre de. Voilà, par exemple, donc ça, on peut l'assimiler à ce qu'on appelle l'attaque par dictionnaire. Donc l'attaque par dictionnaire, ce serait de tester tous les mots qui existent dans des dictionnaires. Alors, soit le dictionnaire Robert, comme on a par exemple, mais aussi un dictionnaire, c'est ce que tu expliquais, une base de données avec des mots, et on les teste tous les uns après les autres, avec des variantes de chiffres derrière, avec des caractères spéciaux, et puis au fur et à mesure, ça va matcher. De toute façon, à un moment ou à un autre, ça va matcher. Le but du jeu, c'est que ça prenne le temps le plus long possible pour que le hacker ne puisse pas accéder à notre mot de passe. Merci beaucoup Stéphane pour ton intervention. Maintenant, on a quelques tips pour pouvoir s'en sortir avec les mots de passe. On n'oublie pas aussi d'aller sur le site de cybermalveillance.gouv.fr pour trouver les fiches et les bonnes pratiques pour utiliser les mots de passe. Et puis, on va enchaîner maintenant sur le prochain sujet. En informatique, on parle souvent d'hygiène numérique. L'hygiène numérique, c'est donc avoir des bonnes pratiques pour pouvoir utiliser l'informatique en toute sécurité. Parmi ces bonnes pratiques, il y a la sauvegarde. On accueille aujourd'hui Jonathan de la société FCC Informatique qui va nous parler justement de cette sauvegarde. Bonjour Jonathan. Bonjour Joël. Merci d'être parmi nous. Donc, au niveau de la sauvegarde, en quoi aujourd'hui celle-ci pourrait être négligée dans les entreprises ? Alors, elle peut être négligée tout simplement en cas de panne. Voilà, vous avez votre ordinateur et vous avez sauvegardé sur votre ordinateur vos données, votre fichier client. L'ordinateur tombe en panne, vous avez plus de données sur votre ordi, tout simplement. Donc, on peut avoir ça. On peut avoir, si vous avez après un système comme un NAS, votre NAS tombe en panne, vous aviez mis toute votre donnée dessus. Vous avez de nouveau plus aucune donnée pour travailler. Donc, un NAS, c'est un disque dur réseau, c'est ça ? Un disque dur, effectivement, qui est lié en réseau pour travailler en collaboratif avec vos collègues, tout simplement. Donc là, l'idée, c'est de penser à avoir une sauvegarde complémentaire
en cas de panne sur le premier appareil que vous utilisez. Et souvent, on pense que l'informatique, ça ne tombe jamais en panne. C'est bien ça? Effectivement, hein, d'une manière générale, ça tombe jamais en panne. L'objet est récent, il n'y a pas de défaillance. On oublie de faire de la vérification aussi, hein, de la sauvegarde qu'on peut avoir. C'est un peu comme une roue de secours. Alors là, l'idée, c'est de vérifier de temps en temps sa sauvegarde pour voir si le fichier correspond bien à ce qu'on avait sauvegardé. Mais pour qu'on comprenne bien, la sauvegarde, elle est importante. Pourquoi, tout simplement? Parce que qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de sauvegarde? Alors, si on n'a pas de sauvegarde, vous perdez tout simplement toutes vos années de travaux. Donc, ça peut être vos mails, votre base de données, vos comptes d'exploitation. Enfin, la vie de votre entreprise est non sauvegardée pour le coup et vous redémarrez à zéro. Donc, ça peut être néfaste et vous pouvez potentiellement mettre la clé sous la porte s'il y a vraiment des données qui sont importantes au quotidien pour travailler. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, de toute manière, toute notre vie est numérique. On a tout, que ce soit nos pièces d'identité qui sont dans nos ordinateurs, nos photos, nos mails, tout est informatisé aujourd'hui. Effectivement, il est primordial d'avoir plusieurs sauvegardes pour être sûr d'avoir une sérénité au cas de défaillance de son premier outil, tout simplement. Alors justement, au niveau des bonnes pratiques, l'ANSSI nous indique qu'il faut avoir une méthode au niveau de la sauvegarde. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Oui, tout à fait. Donc, je pense que tu fais rebond au 3-2-1 recommandé par l'ANSSI, donc c'est-à-dire d'avoir 3 sauvegardes sur 2 systèmes différents. Donc, on pourrait imaginer, tout à l'heure, j'évoquais un NAS qui peut être un système en local, donc du coup, vraiment physiquement chez notre client. On pourrait aussi mettre en deuxième point un système cloud, donc le nuage, qui pourrait être le deuxième point. Et le troisième point, c'est d'avoir un système hors connexion, qui ne soit pas connecté au réseau pour éviter tout risque d'intrusion externe par rapport au réseau local. Alors c'est vrai qu'on parle d'intrusion, mais on peut parler aussi de choses de très très simples. Une surtension électrique qui viendrait tout simplement abîmer le matériel de sauvegarde. Oui, on peut parler de ça, ou on pourrait parler aussi d'une défaillance humaine. On a cliqué par inadvertance, hop, ça a supprimé le fichier. Alors on peut souvent récupérer des choses, mais faut-il encore savoir comment faire pour récupérer les choses? Et ça, pour le coup, c'est ça qu'on peut intervenir. Nous, en l'occurrence, chez FCC, pour aider les clients à récupérer de la donnée et à mettre en place ces règles de sauvegarde, comme le 3-2-1, comme on a pu le citer comme exemple. Et justement, parmi tes clients, est-ce que tu as un cas concret d'une entreprise qui se serait fait hacker et avec une bonne politique de sauvegarde, a réussi à relancer son entreprise? Oui, tout à fait. Donc, j'ai un client en tête, un cabinet d'avocats, où ils ont eu leurs ordinateurs qui étaient complètement chiffrés, donc via un rançon logiciel. Et pour le coup, on a pu intervenir donc en redémarrant nos systèmes de sauvegarde qu'on avait mis de côté. Et du coup, ça a permis au client de ne pas payer la rançon et de redémarrer son activité. Petite chose qui est assez drôle, dans ce cabinet, il y a un des avocats qui n'avait pas pris notre pack de système de sauvegarde, et lui, sa propre sauvegarde était également bloquée, donc ça a nécessité d'autres manipulations. C'est-à-dire que sa sauvegarde était aussi cryptée, c'est ça? Exactement, tout était bloqué, et donc du coup, lui, il n'avait aucun moyen de secours, donc on a dû intervenir pour aller négocier avec du coup l'attaquant, et on n'a aucune garantie pour récupérer la donnée, pour le coup. Donc aujourd'hui, la sauvegarde est le seul moyen de se protéger contre ce type d'attaque. Effectivement, c'est le seul moyen. Pourquoi? Parce que si vous êtes sûr de votre sauvegarde, que vous l'avez fait vérifier, pour le coup, c'est pas grave. La première partie, elle est bloquée, mais on peut retravailler sur les autres vu qu'on en a d'autres, mis sur d'autres points externes. Donc, c'est pas un problème en soi. Merci beaucoup Jonathan pour cet échange. On a appris un peu plus aujourd'hui sur la sauvegarde, point qui est essentiel aujourd'hui pour pouvoir sécuriser son entreprise. On sait que c'est primordial pour pouvoir se sécuriser et faire en sorte de pouvoir pérenniser ces données. Personne n'est à l'abri, mais tout le monde peut se protéger. Mail piégé, mot de passe trop simple, sauvegarde oubliée, ce sont souvent des petits détails qui coûtent très cher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec de bonnes pratiques, vous pouvez éviter le pire. Vous n'avez pas besoin d'être expert en cybersécurité, juste d'être sensibilisé et vigilant. Alors si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à la partager autour de vous, collègues, partenaires, clients ou tout simplement vos proches, parce que s'informer, c'est le premier pas pour se protéger. Nous tenons également à remercier Eva Thionville-Famec et Lorraine Chauffage pour leur accompagnement sur l'émission.